La tragédie lyrique aux sources de l'opéra français. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, correspondante de l'Institut. Mais comme il y a dans l'épopée deux sortes de grands, le merveilleux et l'héroïque, il peut y avoir aussi deux sortes de tragédies. L'une héroïque, qu'on appelle simplement tragédie, l'autre merveilleuse, qu'on a nommée spectacle lyrique ou opéra. Le merveilleux est exclu de la première espèce, parce que ce sont des hommes qui agissent en hommes, au lieu que dans la seconde, les dieux agissant en dieux, avec tout l'appareil d'une puissance surnaturelle, ce qui ne serait point merveilleux cesserait en quelque sorte d'être vraisemblable. Ces deux espèces ont des règles communes, et si elles en ont de particulières, ce n'est que par rapport à la condition des acteurs qui est différente. Le parallèle ainsi dressé en 1746 par l'abbé Charles Batteux souligne la filiation entre la tragédie classique et les ouvrages donnés à l'Académie royale de musique et de danse, que l'on appelle alors indifféremment tragédie lyrique ou opéra. En tout, quelques 140 œuvres mises en musique par une cinquantaine de compositeurs entre 1673 et 1818, les plus importants étant Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, André Camprat, Jean-Philippe Rameau et Christophe Willibald Gluck. Plus exactement, et comme l'avance l'une des meilleures spécialistes de ce genre, Catherine Kinsler, la tragédie lyrique est l'autre du théâtre dramatique français, une sorte de double à la fois opposé et parallèle, altérité relative. C'est aussi, autre différence avec la tragédie dramatique, un genre éminemment politique, qui s'inscrit explicitement dans le projet artistique de Louis XIV, que l'on peut, sans craindre l'anachronisme, qualifier de nationaliste, puisqu'il a pour but de contester la suprématie italienne en la matière. Outre qu'elle s'affirme dès le départ comme différente de l'opéra italien, lequel est impropre, selon ses auteurs, à satisfaire une nation dont le goût est formé par la poétique de Boileau et de Corneille, les comédies de Molière et les tragédies de Racine, la tragédie lyrique a pour finalité de célébrer la gloire du roi, explicitement dans son prologue, prélude obligé jusqu'en 1749, et implicitement dans son sujet, ses personnages et ses péripéties. Et si elle a survécu à la disparition de Louis XIV, d'abord grâce au génie de Rameau, puis à travers la réforme gluckiste des années 1770, qui entend revenir aux sources tragiques du genre, elle a en revanche disparu avec la monarchie bourbonienne, après quelques résurgences sous les deux rois bourbons du XIXe siècle, laissant place à une autre forme d'opéra politique, le grand opéra français, lui aussi étroitement lié au régime monarchique du XIXe siècle et surtout aux deux empires. Ce double lien entre le monarque et l'opéra d'une part, entre la tragédie lyrique et l'art classique d'autre part, explique que ce genre ait été au centre de la plupart des querelles esthétiques qui ont divisé les milieux intellectuels européens, mais aussi le public cultivé, tout au long du siècle qui sépare l'invention de la tragédie lyrique par Lully et Quinault de la Révolution française, laquelle marque le début de l'ascension de l'autre genre lyrique français, l'opéra comique. Tout commence par un faux départ, la pastorale lyrique de l'abbé Perrin. « J'ose vous dire, écrit cet abbé à Colbert, qu'il y va de la gloire du roi et de la France, de ne pas souffrir qu'une nation, partout ailleurs victorieuse, soit vaincue par les étrangers en la connaissance de ces deux beaux-arts, la poésie et la musique, en laquelle il faut confesser que les Italiens nous surpassaient de bien loin. Pour moi, monseigneur, je me sens touché d'une forte envie, non seulement de les imiter et de faire voir que notre langue et notre poésie sont capables des mêmes beautés que la leur, et qu'elles ont les mêmes avantages pour la musique, mais démontrer même à toute l'Europe que nous pouvons enchérir sur leurs connaissances et sur leurs inventions. » Longtemps attribué au couple formé par le poète Philippe Quinault et le musicien Jean-Baptiste Lully, l'invention du genre lyrique français revient en fait à l'abbé Pierre Perrin et à Pierre Cambert, avec la pastorale d'Issy de 1659, dont la création précède de 14 ans celle de Cadmus et Hermione, première tragédie lyrique. Le projet de Perrin est déjà de fonder un nouveau genre lyrique qui, en corrigeant les défauts à la fois poétiques et musicaux de la version italienne, assurera la suprématie française dans le spectacle musical, comme Louis XIV en a l'intention depuis son accession au pouvoir personnel en 1661. À cette fin,
Perrin réclame au ministre la création d'une académie de musique dont le privilège lui est conféré pour 12 ans en juin 1669 et dans le cadre de laquelle il crée en 1672 une autre pastorale lyrique, Pomone, et écrit une pièce tragique, La mort d'Adonis. Le projet de comédie française en musique soumis par Perrin à Colbert comporte en effet 3 genres, le pastoral, le comique et le tragique, qui doivent justifier à la France que de telles pièces peuvent réussir sur le théâtre français, dans tous les genres du dramatique, et plus avantageusement encore qu'elles ne le font en Italie, où elles sont l'admiration et le passe-temps le plus agréable de toutes ces nations. Leur réussite n'est assurée que si elles évitent les défauts de l'opéra italien, que Mazarin a tenté sans succès d'acclimater en France. Longueur excessive, excédant 2 ou 3 heures de représentation, qui est le temps le plus long de la plus excellente musique et le terme de la patience française dans les spectacles publics. Absence d'unité entre musique et poème, résultant de l'alternance entre récitatifs parlés et airs chantés, emploi des castrats, intrigues et textes incompréhensibles et heurtant le goût français régulier et simple. Le modèle de Perrin est en effet le théâtre classique et son propos s'inspire des 3 discours sur le poème dramatique de Pierre Corneille. Il préconise donc une musique et un poème français entièrement chantés, composés d'un bout à l'autre de pièces lyriques et propres en chant, bien tissées et bien variées, airs, chansons, récits, dialogues et pièces de concert, en employant des vers lyriques et non pas alexandrins, parce que les vers courts et remplis de césures et de rimes sont plus propres au chant et plus commodes à la voix. Il se propose aussi de préférer les passions tendres, qui touchent le cœur par sympathie d'une passion pareille, d'amour ou de haine, de crainte ou de désir, de colère, de pitié, de merveille, et d'en bannir tous les raisonnements sérieux, et qui ne se font que dans la froideur, et même les passions graves causées par des sujets sérieux qui touchent le cœur sans l'attendrir. L'idée que l'opéra français puisse se décliner en 3 genres distincts, et non en 2 comme en Italie, naît de l'observation de la scène dramatique telle qu'elle existe au moment où Perrin élabore son projet. Comme le rappelle Catherine Kinsler, la tragédie régulière n'apparaît en France que vers 1637-1640 et coexiste jusqu'en 1655 avec les pastorales dramatiques apparues à la fin du XVIe siècle sur le modèle romanesque d'Honoré d'Urfé, on songe à l'Astrée, et des œuvres italiennes comme Aminta du Tasse. Les pastorales dramatiques sont encore jouées lorsque Perrin crée sa pastorale d'Issy en 1659, mais sur la scène dramatique, les tragédies les ont déjà supplantées, d'où l'intention de Perrin de proposer aussi une version lyrique de ce genre, la tragédie, ainsi que de la comédie, où s'illustrent aussi Corneille et surtout Molière. La version farcesque de la comédie, elle aussi très présente au théâtre, ne trouvera son équivalent lyrique qu'à la fin du XVIIe siècle avec l'invention de l'opéra comique, qui est à ses débuts la déclinaison burlesque de la tragédie lyrique. On trouve dans les caractéristiques de la pastorale dramatique tout à la fois les raisons pour lesquelles elle pouvait aisément trouver une déclinaison lyrique et les motifs de son abandon au profit de la tragédie régulière. Sur la scène lyrique, la pastorale a également été rapidement éclipsée par la tragédie lyrique de Lully et Quinault, mais pour ressurgir bientôt sous forme de pastorale héroïque et connaître un nouvel essor au XVIIIe siècle. Illustrée notamment par Rotrou et Thomas Corneille, la pastorale dramatique privilégie les intrigues amoureuses fécondes en quiproquos, méprises, déguisements, reconnaissance d'enfants ou d'amants perdus, et elle exploite les personnages et les thèmes de la littérature chevaleresque. Situées comme leur nom l'indique dans une campagne idéalisée, les pastorales comportent de nombreuses tirades d'amoureux abandonnés, des scènes de folie, de sommeil et de songes trompeurs ou prémonitoires, des interventions de magiciens, des invocations aux dieux, des intermèdes burlesques animés par des satires, et une fin immanquablement heureuse où les couples se retrouvent et se réconcilient auprès d'une fontaine enchantée. Selon le chevalier de Jaucourt, dans l'article de l'encyclopédie consacré à ce genre, les bergers des pastorales doivent être délicats et naïfs. C'est-à-dire que dans toute leur démarche et leur discours, il ne doit y avoir rien de désagréable, de recherché ou de trop subtil. Et qu'en même temps, ils doivent montrer du discernement, de l'adresse, de l'esprit même, pourvu qu'il soit naturel. Un scélérat, un fourbe indigne, un assassin serait déplacé dans une poésie pastorale. Un berger offensé doit s'en prendre à ses yeux, ou bien au rocher, ou bien faire comme Alcidore, se jeter dans la Seine,
sans cependant s'y noyer tout à fait. On comprend que ce genre mièvre n'ait pas résisté longtemps à la tragédie, d'autant que les conventions du théâtre excluent la représentation sur scène des enchantements, des songes, des dieux et des tentatives de suicide qui ne peuvent être que racontées. C'est sur ce point précis que se situe la supériorité de la pastorale lyrique, qui, en mobilisant les machines utilisées dans la tragédie à machines des frères Corneille, met réellement en scène les personnages et les événements merveilleux qui sont simplement évoqués par la pastorale dramatique. La musique permettant en outre de mieux exprimer les émotions plaintives ou désespérées et d'évoquer de façon spectaculaire la météorologie agitée des bergeries romanesques, tout en berçant l'ennui de spectateurs en mal de sensations fortes. La bienséance et la vraisemblance imposées à la pastorale dramatique n'ont pas cours dans la pastorale lyrique, qui se fait au contraire une règle de provoquer l'effroi et l'admiration d'un public qu'il s'agit de transporter du monde réel dans le monde de l'illusion, d'où le qualificatif de théâtre des enchantements que lui attribue au siècle suivant Louis de Cahuzac, librettiste des Boréades de Rameau. L'ambitieux projet de Perrin achoppe toutefois sur ses faibles qualités de gestionnaire. Moins de 3 ans après le privilège accordé par Colbert, le bénéficiaire se retrouve en prison pour dette. Le désordre s'installe dans son académie et la mort d'Adonis ne peut être représentée. Engagé dans un projet concurrent de divertissement de cour patronné par le roi, le redoutable prédateur qu'est Lully en profite pour obtenir le transfert du privilège à son profit et la création de l'Académie royale de musique, ancêtre de notre opéra de Paris. Perrault raconte le rapt dans un passage célèbre de ses mémoires. Lully alla au roi lui demander ce don avec tant de force et tant d'importunité que le roi, craignant que de dépit il ne quittât tout, dit à M. Colbert qu'il ne pouvait pas se passer de cet homme-là dans ses divertissements. Il fallait lui accorder ce qu'il demandait, ce qui fut fait dès le lendemain, au grand étonnement de bien des gens, et de moi particulièrement, qui savais que M. Colbert était d'un sentiment tout opposé. Il y a en effet un projet concurrent, la comédie-ballet, à la pastorale lyrique. Depuis la création en 1581 par Balthazar de Beaujoyeux, un Italien francisé, du ballet comique de la reine donné pour les noces du duc de Joyeuse avec la sœur de la reine Louise de Vaudémont-Lorraine, le ballet de cour est le genre dominant dans les divertissements royaux. Mobilisant la danse, le chant et la déclamation, pouvant durer jusqu'à 5 heures et somptueusement mis en scène, ce spectacle complet, composé d'entrées successives sur un argument légendaire ou allégorique, fait évoluer courtisans et danseurs professionnels autour des membres de la famille royale. La reine y danse entourée de ses dames, le roi s'y produit avec ses frères, ses cousins et ses principaux officiers. Comme son père avant lui, Louis XIV se forme très jeune à cet art, dont il affirmera plus tard qu'il est l'un des plus avantageux et utiles à notre noblesse et autres qui ont l'honneur de nous approcher, non seulement en temps de guerre dans nos armées, mais même en temps de paix dans le divertissement de nos ballets. Salué sans flagornerie excessive du titre de premier danseur du royaume, le roi tient le rôle du génie de la danse dans le Ballet des plaisirs d'Isaac de Benserade, qui a été donné au Louvre en 1655. Dès son accession au pouvoir personnel après la mort de Mazarin, il fait du ballet de cour l'axe principal de sa politique artistique. Il entend ainsi rompre avec l'italianisme de Mazarin, qui a peuplé la cour de musiciens italiens et tenté d'en aligner le goût sur celui des autres cours européennes où la suprématie artistique de l'Italie est un article de foi et l'opéra italien un invité permanent. Très mal reçu dans une nation qui se veut mère des arts, aussi bien que mère des lois et des armes, la tentative vaut au cardinal d'être brocardé pendant la Fronde comme maître des trivelins, grand faiseur de machines, cause de nos ruines, en référence aux dépenses jugées faramineuses de l'Orfeo de Luigi Rossi, créé en mars 1647, dans la salle des machines spécialement construite par l'architecte italien Gaspare Vigarani au Palais Royal. Représenté 8 fois, dont 3 fois en présence du jeune roi, ce chef-d'œuvre baroque encourt les sarcasmes de Scarron, qui moque ce beau mais malheureux Orphée, ou pour mieux parler, ce Morphée, puisque tant de monde y dormit. Et il nourrit l'italophobie du peuple parisien. La réponse de Louis XIV est donc la création, en mars 1661, par des lettres patentes enregistrées au Parlement l'année suivante, de l'Académie royale de danse,
Troisième institution de ce type, après l'Académie française, fondée par Richelieu en 1635, et l'Académie de peinture, créée en 1648 par le chancelier Séguier, et qui précède de peu celle de la Petite Académie de 1663, ancêtre de notre Académie des inscriptions et belles-lettres. La Petite Académie est chargée de concevoir les médailles et surtout de contrôler toutes les productions de l'art officiel, dont les spectacles de la cour, et ce sera l'instrument principal de la propagande royale, objet principal des divertissements patronnés par le pouvoir. Contrairement à ses deux aînés, l'Académie royale de danse est placée sous la protection directe du roi, qui en confie la direction au duc de Saint-Aignan, grand danseur lui-même, mais surtout premier gentilhomme de la Chambre, et à ce titre chargé de l'organisation des divertissements de la cour. Composée de 13 danseurs académiciens, l'Académie doit former les courtisans à cet art de gentilhomme, auquel ils peuvent s'adonner sans déroger, contrairement au théâtre. Comme dans les métiers organisés en jurande ou en corporation, et les danseurs dépendaient jusqu'alors de la corporation des ménétriers joueurs de violon, les académies ont aussi pour rôle de produire des œuvres et de former des élèves, et disposent pour ce faire d'un privilège qui s'étend sur un territoire plus ou moins important. Celui de l'Académie royale de danse couvre tout le royaume, et soustrait ainsi l'ensemble des danseurs français au contrôle des corporations d'instruments. Événement qu'évoque Molière dans son Bourgeois gentilhomme, par la querelle du maître à danser et du maître de musique, sur la supériorité supposée de leurs arts respectifs. Loin d'être anecdotique, la création de l'Académie de danse au tout début du règne personnel de Louis XIV marque donc son intention de remettre à sa juste place le grand genre français, celui où notre supériorité est alors tout aussi indiscutée en Europe que celle des Italiens dans la musique lyrique. Pour incarner cette nouvelle politique, Louis XIV choisit deux Italiens francisés qu'il promeut à sa cour. Le décorateur de théâtre Carlo Vigarani, fils du constructeur de la salle des machines Gaspare, et surtout le Florentin Jean-Baptiste Lully, arrivé dans les bagages de la grande mademoiselle, mais qui, après la Fronde, a su passer au service du roi en faisant valoir ses talents de grand baladin. Il est maître à danser du monarque, avec qui il se produit dès 1653 dans le ballet royal de la nuit. Il fonde la bande des petits violons chargés d'animer les divertissements, devient premier compositeur de la cour en 1659, intègre l'Académie de la danse dès sa création et obtient ses lettres de naturalité cette même année 1661. Il sera plus tard anobli et chargé de charge à la cour. Ayant parfaitement compris l'intention du roi, Lully et Vigarani, qui seront plus tard associés dans la création de l'opéra, entreprennent de transformer le vieux ballet de cour à entrée en un genre beaucoup plus théâtral, de grands spectacles à machine, mêlant danse, musique et comédie, et propre à faire concurrence à l'opéra italien dont la France ne veut pas. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls. Molière, l'autre Baptiste, que le roi découvre chez Nicolas Fouquet lors du célèbre divertissement de Vaux, donné par le surintendant des finances en août 1661, Molière donc s'y emploie aussi avec d'autres artistes français. Écrit pour l'occasion de Vaux, Les Fâcheux crée le genre de la comédie-ballet, et si Lully y est utilisé et cité, puisque c'est lui qui a composé la courante que le personnage du fâcheux mélomane annonce vouloir soumettre au jugement de Baptiste, c'est toujours le Baptiste Lully, l'essentiel de la musique est de Pierre Beauchamp, le plus fameux danseur du temps, lui aussi maître à danser du roi, et qui sera surintendant des ballets royaux en 1666, chancelier de l'Académie de danse en 1680 et directeur de la danse dans l'Académie royale de musique créée en 1672. Immédiatement repris à Fontainebleau où séjourne la cour en août 1661, enrichi d'un nouveau personnage de fâcheux, celui du chasseur, qui a été suggéré par le roi en personne, les fâcheux valent à Molière, qui a si bien compris son roi, de passer à son service et de collaborer jusqu'à sa mort en 1673 aux divertissements royaux. C'est pour eux, et dans des décors de Vigarani, qu'avec Lully il crée le mariage forcé, la princesse des Lides, l'amour médecin, Georges Dandin, Monsieur de Pourceaugnac, les amants magnifiques et le bourgeois gentilhomme. Son testament artistique, écrit pour le carnaval de 1673, Le Malade imaginaire, est aussi une comédie-ballet, mais la musique est cette fois de Marc-Antoine Charpentier, car Molière est alors brouillé avec Lully, qui vient d'inventer la tragédie lyrique avec un autre grand auteur dramatique, Philippe Quinault. Si le ballet est également présent dans le projet de comédie en musique de Perrin, ce dernier genre se sépare de la comédie-ballet de Molière et Lully sur un point capital, on y parle en musique, ce dont s'étonne Molière dans Le Malade imaginaire. Tandis que dans la comédie-ballet, la musique ne se fait entendre que comme accompagnement des entrées
des chœurs ou des intermèdes dansés ou chantés pendant les intervalles entre les passages déclamés. Les opposants à l'opéra pensent que l'action entièrement chantée n'est pas naturelle. La controverse sur ce qui est naturel ou pas naturel, traversant toute l'histoire de la musique française de cette époque, et devant trouver son acmé au XVIIIe siècle dans la querelle des bouffons qui opposera Rameau et Rousseau. Jusqu'au triomphe de Pomone en 1671, ni Lully ni Molière ne peuvent se convaincre que le public français puisse se laisser séduire par une œuvre entièrement chantée. Et si Lully change ensuite d'avis, il n'en est pas de même de Molière, peut-être parce que, contrairement au compositeur, l'auteur du livret n'a rien à gagner dans cette promotion de la musique au même rang que le poème. La conversion de Lully à un spectacle entièrement musical est facilitée par le tournant pris en 1670 dans la politique des spectacles de la cour. Le retrait du roi de la scène et le souhait de Colbert de dignifier les divertissements royaux. En 1670, Louis XIV renonce en effet à tenir son rôle dans Les Amants magnifiques, 2 mois après la création de Britannicus, où Racine, sans doute sur instruction de Colbert, évoque la propension de Néron à se donner lui-même en spectacle aux Romains à venir prodiguer sa voix sur un théâtre. Le roi cessant de paraître au centre du ballet, celui-ci cesse de devoir être au centre du spectacle. En même temps, et sous l'influence de Perrault, secrétaire de la Petite Académie, à ce titre chargé de la police des spectacles, Colbert œuvre pour que la louange du roi et de sa politique, objet principal du divertissement de cour, migre de la comédie à la tragédie, plus approprié au message qu'il s'agit de transmettre au public. En août 1671, la création de Psyché, tragédie-ballet, qui mobilise la plume du père de la tragédie classique Pierre Corneille, en sus de celle de Molière et Quinault, s'inscrit dans cette mutation capitale et rencontre un triomphe mérité, moindre cependant, que celui de la Pomone de Perrin au mois de mars précédent. D'où la démarche de Lully pour s'approprier le privilège de Perrin, qui lui confère le monopole des spectacles musicaux dans tout le royaume, sauf ceux de la cour, et menace donc l'entreprise de Lully, qui a besoin de redonner ses productions à Paris pour les rentabiliser. Colbert ne s'oppose pas au principe de cette démarche, mais il s'inquiète de l'étendue des droits réclamés par Lully, qui cette fois porterait sur l'utilisation de la musique dans toute forme de spectacle, même s'il n'est pas principalement lyrique, et qui serait de surcroît perpétuel et transmissible à ses héritiers. Pour Colbert, il serait plus à propos, pour perfectionner les Français dans l'étude de la musique, de laisser à tout le monde la faculté de composer des opéras, tant pour les paroles que pour la musique, de même qu'il se pratique pour les comédies et tragédies. Ce conseil n'est toutefois pas suivi. La première victime de l'arbitrage royal est Molière, qui viole ce monopole avec ses comédies-ballets et qui est donc sommé de renoncer à les représenter avec leurs intermèdes musicaux. Il perd même le droit d'utiliser les paroles de ces intermèdes dès lors qu'elles ont servi de support à la musique. Créé en dépit de ses prescriptions, le Malade imaginaire, qui n'est joué que 4 fois avant la mort de Molière, sera promptement interdit sur demande de Lully, de même que toutes les autres tentatives de la troupe des comédiens français pour mettre un peu de musique dans leurs pièces. Comme la pastorale, la comédie-ballet ne disparaît toutefois pas tout à fait, mais son emploi est réservé à l'Académie royale de musique qui se concentre désormais sur la tragédie lyrique. Pour reprendre le privilège de Perrin, en échange de l'apurement des dettes du même, Lully s'associe à Carlo Vigarani pour l'exploitation de l'entreprise et pour la création des ouvrages. Il recrute Philippe Quinault, qui est valet de chambre du roi, membre de la Petite Académie et auditeur à la Cour des comptes. C'est un auteur réputé, bien vu à la cour, qui a débuté dans la comédie et poursuivi dans la tragédie avant de s'essayer avec succès à la tragédie. Collaborateur occasionnel de Lully depuis 1660, co-auteur de Psyché, Quinault est l'ami de toujours de Perrault, influent secrétaire de la Petite Académie et de ce fait proche de Colbert. Il s'emploie donc à convaincre de lever son opposition au projet de Lully. Le ministre conservant des réticences, Quinault s'assure de l'appui de Madame de Montespan, qui admire fort son talent éclectique et qui contribue à emporter l'accord du monarque. Colbert doit donc s'incliner, mais il ne cède pas sur l'orientation esthétique que doit prendre l'opéra français. La tragédie doit désormais régner sur la scène lyrique et donner le ton noble qui s'impose pour ce genre royal. Si Quinault et Lully conquièrent immédiatement les suffrages avec Cadmus et Hermione, première tragédie lyrique de l'Académie royale, triomphalement créée en 1673, ils n'y renoncent pas complètement aux personnages et aux scènes comiques
qui, comme dans l'opéra vénitien que connaît bien Lully, alterne avec personnages nobles et scènes tragiques. Également pratiqué dans l'Alceste de 1674, ce mélange déclenche la cabale d'Alceste qui lance en France la querelle des anciens et des modernes, et qui précède de 70 ans la querelle des bouffons, également consacrée au siècle suivant à l'opéra. En mobilisant les plumes illustres et l'opinion savante pour ou contre le genre de la tragédie lyrique, ces épisodes, qui n'ont pas d'équivalent pour le théâtre dramatique, avant la bataille d'Hernani du XIXe siècle, rendent un hommage involontaire, mais incontestable, à l'invention géniale de Lully et Quinault. Créé au Palais Royal en janvier 1674, après de longues répétitions à Versailles, dans l'appartement de Madame de Montespan et en présence du roi, Alceste est la deuxième tragédie lyrique de Lully et Quinault, et comme pour la première, Quinault prend son sujet chez les auteurs anciens. La matière de Cadmus et Hermione est puisée dans les Métamorphoses d'Ovide, celle d'Alceste dans l'œuvre d'Euripide, où est mise en scène l'héroïque sacrifice de la reine Alceste, qui descend aux enfers à la place de son époux, le roi Admète, puis en est ramené par Hercule. Mais alors que les spectateurs privilégiés des répétitions d'Alceste et de l'approbation sans réserve que lui donne le roi crient d'avance au chef-d'œuvre, les représentations parisiennes révèlent les libertés prises à l'égard de la tragédie d'Euripide et font crier au sacrilège chez les érudits. Le librettiste est accusé d'avoir défiguré sa source antique en lui ajoutant des épisodes ridicules, mal liés et mal assortis au sujet. Ainsi, Hercule, devenu assiste, soupire pour Alceste, va donc la chercher aux enfers pour son propre compte, avant de se résigner à la rendre à Admète, qui n'est plus l'époux de l'héroïne, mais seulement son fiancé. La servante d'Alceste est remplacée par une confidente, elle-même amoureuse d'un courtisan. Les scènes aux enfers sont égayées par les facéties de Charon, etc. La cabale se nourrit aussi de la rumeur selon laquelle Quinault a pris de vitesse Racine, qui aurait médité de longue date une pièce sur le même sujet, et qui aurait dû dès lors se rabattre pour satisfaire une commande de la cour pour les fêtes de l'été 1674, célébrant la victoire du roi en Franche-Comté, se rabattre sur une Iphigénie, elle aussi tirée d'Euripide. La comparaison des deux œuvres est d'autant plus tentante qu'elles illustrent le même thème, celui du sacrifice réclamé par les dieux pour sauver un roi et librement consenti par une victime féminine de l'essence royale. Déclenchée à propos de l'opéra et de sa poétique, la cabale d'Alceste devient donc une querelle sur Euripide et sur la meilleure manière de moderniser la tragédie antique. Elle contribue dans les deux cas à fixer des positions qui ne varieront guère jusqu'à la fin du règne. Lancée en janvier 1774 dans les ruelles parisiennes et dans l'entourage de Madame de Thianges, sœur de la marquise de Montespan, la cabale d'Alceste s'officialise au mois de juillet suivant avec la réponse que lui apporte la critique de l'opéra ou examen de la tragédie intitulée Alceste, libelle paru sans nom d'auteur, mais unanimement attribué au frère Perrault, ami de Quinault et actif partisan des auteurs modernes. Du reste, Charles Perrault l'a repris dans l'édition de ses œuvres et en a reproduit des passages dans la troisième partie de son parallèle des anciens et des modernes de 1692. Le propos de ce libelle est double. Expliquer la place des machines et du merveilleux dans la tragédie lyrique par le fait que les lois qui les excluent de la poétique dramatique ont été faites du temps d'Horace et ne s'appliquent donc pas à l'opéra qui est un genre exclusivement moderne. Justifier les modifications apportées par Quinault à la tragédie d'Euripide. Celles-ci sont, selon l'auteur, motivées par le respect des bienséances. Le public du XVIIe siècle témoigne d'une politesse et d'un sens des convenances inconnus du peuple antique auquel s'adressait Euripide. Il est donc indispensable d'adapter la donnée antique en conséquence et par exemple de supprimer le récit de la servante d'Alceste rapportant les pleurs de celle-ci sur son lit nuptial lors de ses adieux au monde pour épargner au public contemporain les tendresses d'une épouse surannée. La conclusion des Perrault est qu'en polissant ainsi un texte antique défectueux au regard des critères du bon goût moderne, Quinault se montre supérieur à Euripide. Aussi bien sa tragédie a-t-elle réussi auprès du public des honnêtes gens, et n'a-t-elle eu de détracteurs que dans une mince et atrabilaire coterie de pédants, au premier rang desquels figure le chef des anciens, Boileau, jamais nommé, mais que chacun reconnaît. Racine se charge de la réplique dans la préface d'Iphigénie qu'il publie en février 1675. Dédaignant la question de la poétique lyrique, il concentre son argumentation sur la bienséance dans le théâtre antique. Il en reconnaît le bien fondé. Lui-même a modifié la fin de l'Iphigénie d'Euripide, trop miraculeuse et machinée au regard de la sensibilité chrétienne moderne. Mais pour le reste,
il se fait gloire d'être resté fidèle à son modèle grec, sans renoncer pour autant à plaire à son public. J'ai reconnu avec plaisir, par l'effet qu'a produit sur notre théâtre, tout ce que j'ai imité ou d'Homère ou d'Euripide, que le bon sens et la raison étaient les mêmes dans tous les siècles. Le goût de Paris s'est trouvé conforme à celui d'Athènes. Mes spectateurs ont été émus des mêmes choses qui ont mis autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grèce. Je m'étonne après cela que des modernes aient témoigné depuis tant de dégoût pour ce grand poète dans le jugement qu'ils ont fait de son Alceste. Il ne s'agit point ici de l'Alceste, mais en vérité j'ai trop d'obligations à Euripide pour ne pas prendre quelque soin de sa mémoire et pour laisser échapper l'occasion de le réconcilier avec ces messieurs. Je m'assure qu'il est si mal dans leur esprit que parce qu'ils n'ont pas bien lu l'ouvrage sur lequel ils l'ont condamné. Suit une démonstration magistrale et insultante pour les Perrault de ce que les fautes de goût qu'ils imputent à Euripide proviennent de ce qu'ils n'ont pas lu le texte grec, mais une traduction latine fautive. Étourdi par la virtuosité polémique de Racine, Charles Perrault hésite d'abord à prolonger la querelle, mais celle-ci passionne l'opinion cultivée. Poussé par ses confrères académiciens qui voient l'honneur de leur compagnie compromis par les accusations d'incompétence proférées contre l'un des leurs, il se résigne à répliquer par la lettre à M. Charpentier de l'Académie française sur la préface de l'Iphigénie de M. Racine. Le débat philologique ne peut être esquivé. Il s'y engage donc, surenchérit dans la citation latine, oppose Cicéron à Quintilien tout en accusant de pédantisme son détracteur et ses amis. Mais son argument principal est autre. Ceux qui font profession d'adorer les écrits des anciens sont en fait jaloux de leurs contemporains. Ayant considéré qu'il est nécessaire de louer quelque chose en ce monde pour n'être pas accusés de n'estimer qu'eux-mêmes et leurs ouvrages, ils donnent toutes sortes de louanges aux anciens pour être dispensés d'en donner aux modernes. Charles Perrault est en effet un homme de cour. Il sait que l'enjeu principal de la querelle n'est ni Euripide ni la poétique de la tragédie et de l'opéra, mais la faveur du monarque. C'est bien pourquoi d'ailleurs la cabale d'Alceste a pour point de départ la tragédie lyrique et non le théâtre. Seule la première intéresse le pouvoir. Perrault est en outre témoin de ce qui se trame contre le librettiste choisi par Lully et derrière lui, contre le clan Colbert qui a parrainé ce choix. Prenant appui sur la cabale et le demi-succès d'Alceste, Madame de Montespan et sa sœur, Madame de Thianges, font pression pour que le surintendant de la musique écarte Quinault au profit de La Fontaine. Pliant sous l'orage, Lully commande dès lors à La Fontaine une Daphné qu'il refusera ensuite de mettre en musique. En définitive, Quinault conserve sa place, mais il est mis sous tutelle. Désormais, ses livrets seront tous soumis à l'approbation préalable de la petite académie et il est fermement invité à ne plus pratiquer le mélange des genres comiques et tragiques, preuve que le pouvoir n'est pas resté insensible à la polémique. D'ailleurs, celle-ci reprend 3 ans plus tard à propos d'Isis de 1677, toujours à l'initiative de Madame de Montespan, qui, outre les allusions désobligeantes qu'elle décèle dans l'argument de l'ouvrage et dont elle se plaint au roi, entend saisir cette deuxième occasion pour affirmer son pouvoir face à Colbert, sans doute trop lié à son gré à l'ancienne favorite Louise de La Vallière. Ce n'est sûrement pas un hasard si l'affrontement a lieu sur la politique culturelle et plus particulièrement sur le genre royal par excellence, l'opéra. Cette fois, elle obtient la mise à l'écart de Quinault. Mais ce succès est sans lendemain. Elle ne parvient pas à imposer Racine, qui, avec la collaboration de Boileau, fait à son tour un tour de piste avec un phaéton auquel Lully et le roi préfèrent le bellérophon des modernes Thomas Corneille et Fontenelle. Puis, Quinault revient en grâce avec Proserpine et Racine abandonne le théâtre pour n'y revenir qu'à la demande de Madame de Maintenon, avec les tragédies lyriques chrétiennes écrites pour la maison d'éducation de Saint-Cyr, Esther et Athalie, qui sont toutes deux postérieures à la mort de Quinault. Pour les contemporains, l'issue de la querelle d'Alceste reste donc indécise. Le roi s'abstient en définitive de choisir et partage équitablement sa faveur entre les belligérants, en décidant simultanément de conserver à Quinault sa place à l'Académie royale de musique et de confier à Racine et Boileau la charge flatteuse d'historiographe. Dans cette première querelle musicale, on relève une absence, la musique elle-même, dont il n'est à aucun moment question. Néanmoins, il s'agit bien d'une querelle sur l'opéra. La poétique de ce genre nouveau est tout à la fois le point de départ et le sujet
de la dispute entre les partis littéraires qui s'affrontent sous le regard du monarque. D'ailleurs, la querelle ne trouve son épilogue que sur ce terrain. Il en résulte l'abandon du mélange comique-tragique dénoncé dans Alceste, mais présent aussi dans Cadmus et Hermione, qui purge la tragédie lyrique de tout relent d'italianisme, à la grande satisfaction des commentateurs du siècle suivant, qui souligneront le progrès dans la dignité et le bon goût issu de cette francisation du genre ultramontain. Nos premiers faiseurs d'opéra se sont égarés pour avoir imité trop servilement les opéras des Italiens, de qui nous empruntions ce genre de spectacle, sans faire attention que le goût des Français, ayant été élevé par les tragédies de Corneille et de Racine, ainsi que par les comédies de Molière, il exigeait plus de vraisemblance, qu'il demandait plus de régularité et plus de dignité dans les poèmes dramatiques qu'on en exige au-delà des Alpes. Par-delà leurs différends, anciens et modernes, sont donc convoqués à célébrer ensemble la supériorité de la nation française sur l'italienne dans les genres dramatiques contemporains. Cet acquis de la cabale d'Alceste, dont témoigne encore Raymond de Saint-Marc en 1741 dans ses réflexions sur l'opéra, est justement ce que remettra en question la querelle des bouffons du XVIIIe siècle. En bannissant le rire et en validant l'emploi du merveilleux, la cabale d'Alceste contribue donc à fixer les règles de la tragédie lyrique qui ne varieront guère ensuite jusqu'à Gluck. La querelle des bouffons n'aura pas cet effet car elle oppose les opéras bouffes italiens et les opéras dramos qui n'appartiennent pas au même genre. Et elle se focalise en définitive sur les qualités musicales de la langue française, notamment lorsque Rousseau s'en mêle avec sa lettre sur la musique française. Si la tragédie lyrique s'installe d'emblée comme un genre théâtral autonome qui offre une alternative séduisante et intellectuellement stimulante au public des tragédies classiques, tout en satisfaisant le goût du monde savant pour les systèmes poétiques, ces caractéristiques résultent très largement de l'opportunisme de ses fondateurs. Comme le soutiennent les deux grands spécialistes du genre, que sont Catherine Kistler, déjà citée, et l'anglais Cuthbert Girdlestone, la tragédie lyrique récupère avant tout l'héritage des genres qui l'ont précédée, le ballet de cour, la pièce à machine, la pastorale lyrique et la tragédie et la tragicomédie. Mais en rassemblant ces éléments, jusqu'alors séparés en un tout ordonné, Lully et Quinault innovent radicalement et créent un art total, associant à égalité le théâtre, la danse et la musique, et mobilisant les séductions du décor, des machines et du costume. De sorte qu'il est difficile de dire si les règles de la tragédie lyrique, qui s'opposent presque terme à terme à celles de la tragédie classique, comme le théorise l'abbé Batteux dans le texte par lequel nous avons débuté cette conférence, sont issues d'une construction poétique délibérée ou sont simplement le fruit d'une intuition nourrie par l'auscultation attentive du public et la recherche de ce qui est le plus susceptible de lui plaire dans le cadre du projet politique de Louis XIV. Comme il a déjà été dit, ce projet consiste à créer un genre national célébrant la gloire du monarque. Cette célébration est l'objet explicite du prologue, absent dans la tragédie dramatique, mais obligé dans la tragédie lyrique, jusqu'en 1749, date de création de Zoroastre, où Rameau le supprime parce qu'il prend acte de ce que Louis XV ne conçoit plus l'opéra comme un outil de propagande politique. Mais la célébration du monarque est également l'objet implicite de tout l'opéra, dont le sujet, l'action et les personnages sont toujours, du vivant de Louis XIV au moins, chargés d'incarner la figure du roi et de fournir sous une forme allégorique un commentaire autorisé de l'actualité politique. À cette fin, et après la cabale d'Alceste, le sujet du poème et son texte seront soumis à l'appréciation de la petite académie de Colbert, qui est chargée de vérifier leur conformité aux intentions du monarque. On examinait d'abord le sujet, on en réglait les actes, les scènes, les divertissements, et M. Quinault, à mesure que la pièce avançait, montrait tout au roi, qui lui demandait toujours si cela avait été vu à la petite académie, affirme à propos de Thésée, tragédie lyrique de Quinault et Lully de 1675, l'histoire de l'Académie royale des inscriptions, qui est rédigée en 1694. Le roi ne se fie donc pas à son propre jugement pour apprécier l'efficacité propagandiste d'un ouvrage. C'est l'affaire des spécialistes de l'allégorie et de l'emblème que sont les académiciens comme Perrault, Félibien, Tallemant des Réaux, Boileau et Racine. Cette précaution n'évite pas cependant tous les couacs, comme le montre l'affaire d'Isis 1677. Approuvé comme tous les autres par la petite académie, le livret raconte les amours de Jupiter et de la nymphe Io, les persécutions de Junon contre la malheureuse, l'intervention finale de Jupiter, qui accorde l'immortalité à la nymphe sous le nom d'Isis.
Créé à Saint-Germain en janvier 1677, l'opéra vaut au printemps suivant une longue disgrâce à son librettiste Quinault. En juin, Madame de Montespan obtient du roi l'exil d'une de ses passades, fille d'honneur de Madame, une passade du roi, et toute la cour croit reconnaître le livret d'Isis. Dès lors, Quinault est accusé d'avoir manqué de respect à la favorite. Pourtant, tel n'est évidemment pas son propos. Le sens caché d'Isis est de justifier la légitimation des bâtards du roi. Tout comme la nymphe Io est élevée à l'immortalité en raison de sa liaison avec Jupiter, le roi entend que les enfants issus de ses amours avec la duchesse de la Vallière et la marquise de Montespan prennent rang parmi les princes du sang, s'allient à sa famille légitime, l'une de ses filles épousera un Condé, une autre le régent, et soit enfin habilité à lui succéder, ce sera le cas du duc du Maine. Cela ne s'est jamais vu en France, comme le fulmine en secret le duc de Saint-Simon dans ses mémoires. Raison de plus pour préparer les esprits par des spectacles ayant pour sujet Jupiter, ses amours et ses enfants. D'où Isis, suivie de Proserpine en 1680, dont l'héroïne issue des amours illicites de Jupiter et de Cérès épouse le dieu Pluton. Le rituel de célébration, qui est donc avant tout la tragédie lyrique, requiert un ton noble, une action héroïque, des personnages de haute condition et tirés de la légende, du roman chevaleresque, de la mythologie ou de l'épopée, mais jamais de l'histoire, à la différence de la tragédie classique. Le recours exclusif à ces sources littéraires justifie d'ailleurs la présence dans la tragédie lyrique du merveilleux, du démoniaque et de la magie, évidemment bannie de la tragédie classique. Mais là encore, on peut se demander si le merveilleux est imposé par l'usage des machines, destinées à séduire un public plutôt rebuté par l'austère grandeur de la tragédie classique, ou s'il résulte de ce que la tragédie lyrique confronte des héros, des magiciens et des dieux, là où la tragédie dramatique ne met en scène que des passions humaines. C'est aussi la raison pour laquelle les règles de nécessité, de convenance et de vraisemblance que la tragédie lyrique emprunte à la tragédie classique s'y appliquent de manière très différente et parfois même inversée. Étant acquis que, contrairement à ceux de la tragédie classique, les personnages de la tragédie lyrique dansent et chantent, et qu'ils sont soumis à l'action des dieux et aux enchantements des magiciens, le principe de nécessité ne s'applique qu'à la place et au rôle des ballets, des interventions divines et des actes de magie. Les fêtes requièrent une danse, de même que des funérailles ou le déchaînement des éléments, et le retour au beau temps, mais pas le monologue désespéré ou le duo amoureux. Comme le relève Catherine Kinsler, Rousseau a raison d'affirmer dans la nouvelle Héloïse qu'à l'opéra tout peut danser, diables ou dieux, mais il a tort d'ajouter qu'il danse à propos de tout. De même, les dieux n'interviennent que quand les héros ne peuvent s'en sortir par leurs propres moyens. Ainsi de Thésée, qui ne peut sortir des enfers qu'en invoquant Neptune, dans l'Hippolyte et Aristide Rimbaud, et de l'abbé Pellegrin. La règle de convenance impose que le caractère de la danse corresponde à l'action qu'elle illustre, et que la nature des enchantements corresponde à la compétence de celui qui les pratique. Comme le résume une fois encore Catherine Kinsler, il serait maladroit ou malséant de faire apparaître Mercure autrement qu'en intercesseur, Apollon autrement qu'en personnage révélateur, Diane autrement qu'en protectrice de la chasteté ou en chasseresse, Borée autrement qu'en ravisseur violent. Les enchantements mineurs ne relèvent que des dieux secondaires, qui ne peuvent en revanche procéder à l'intervention décisive de nature à dénouer l'action. L'abbé Pellegrin explique ses difficultés à sauver le héros dans Hippolyte et Aricie, car Diane, sa protectrice, ne pouvait agir contre Neptune, qui avait promis sa perte à Thésée, sans porter atteinte à la règle qui veut qu'une divinité subalterne ne puisse pas détruire l'ouvrage d'une divinité supérieure. Le merveilleux doit enfin rester vraisemblable et pour cela accomplir une action hors de portée des simples humains, conforme à ce que prévoit sa source littéraire et employant les moyens extraordinaires que la mythologie confère à chaque divinité. Neptune déclenche une tempête, Mercure descend sur un nuage, Borée provoque un tourbillon de vent. Rendus possibles par les machines, ces phénomènes physiques, et le plus souvent météorologiques, sont immédiatement compréhensibles pour le public et contribuent fortement à la séduction exercée par le genre. D'autres règles du théâtre dramatique sont en revanche totalement écartées. En 1674, l'art poétique de Boileau prescrit qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. C'est la règle des 3 unités.
La tragédie lyrique ignore délibérément cette règle. Le fantastique et le surnaturel qui y règnent ne permettent pas de déterminer la durée réelle de l'action. Les enchantements nécessitent de fréquents changements de lieu et plus encore de décor, y compris dans un même acte. Théorisant cette spécificité en 1754 dans l'article Décoration de l'encyclopédie, Louis de Cahuzac, librettiste des Boréades de Rameau, compte sur les changements de décor pour occuper les yeux du spectateur et préparer l'illusion. Surtout s'ils s'inscrivent dans une autre règle de la tragédie lyrique, celle de la rupture de ton. Ainsi, à la belle architecture d'un palais magnifique ou d'une place superbe, le poète fera succéder des déserts arides, des rochers escarpés, des antres redoutables. Le spectateur effrayé sera alors agréablement surpris de voir une perspective riante, coupée par des paysages agréables, prendre la place de ces objets terribles. La tragédie classique doit édifier le spectateur et dès lors concentrer son attention sur l'action. La tragédie lyrique s'emploie à le distraire et à le toucher par des émotions violentes et contrastées. La grandeur, qui est la loi de la tragédie, tourne fréquemment à l'horreur dans l'opéra. Il en résulte une application inversée de la règle de bienséance énoncée là encore par Boileau. Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose. Les yeux, en le voyant, saisiraient mieux la chose, mais il est des objets que l'art judicieux doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Dans la tragédie lyrique, il est au contraire judicieux et bienséant de représenter, plutôt que de les raconter, les événements violents, sanglants et tragiques, tempêtes, combats, folie, supplices, mort violente, que la scène dramatique exclut. Théâtre des enchantements, la tragédie lyrique est aussi théâtre de la cruauté, de la terreur et de la démesure. Que des fleuves de sang inondent ce rivage, écrit l'abbé Pellegrin à l'acte 1 de son Renaud ou la suite d'Armide, 1705, musique de Desmarets, faisant régner partout et la mort et l'horreur, esthétique de l'atroce, relève Catherine Kinster, qui requiert de bons poètes et d'excellents musiciens pour ne pas verser dans le grand guignol et qui annonce par certains traits le mélodrame du XIXe siècle. La dernière grande différence avec la tragédie classique est la concision du discours et la simplification de l'action qui s'impose en raison de la place que tiennent les divertissements dans la tragédie lyrique. Ça représente un tiers environ d'une représentation qui par ailleurs ne peut excéder 3 heures. Le temps est donc compté pour l'analyse des situations, les discussions, les débats intérieurs et l'expression des sentiments. Les principes de la mise en musique, notamment l'usage des reprises qui est hérité de l'air de cour, et la coupe nécessairement courte des vers, ajoutent une contrainte de temps supplémentaire. Le raccourci s'impose donc au poète, qui n'a souvent qu'un quatrain pour exprimer les états d'âme de ses personnages. Le débat amour-devoir, si fréquent dans les deux formes de tragédie, propice à toutes les nuances et aux variations subtiles sur la scène dramatique, devient simpliste à l'opéra, comme l'illustre la Médée de l'abbé Pellegrin. Ah, qu'il est dangereux d'avoir un cœur tendre, l'amour et le devoir me parlent tour à tour, mais le devoir est faible et j'ai peine à l'entendre, je n'écoute plus que l'amour. Voilà, résumé en un quatrain, ce qui va tenir plusieurs scènes dans la tragédie dramatique. Le poète doit aller à l'essentiel, comme Quinault dans Alceste, qui résume en 2 interjections l'assaut de générosité entre les époux. Alceste, vous pleurez, Admète, vous mourrez. Il y est aidé par la musique, qui procure les nuances et les variations manquantes, magnifie le propos et prend en charge les émotions, celles des personnages et celles du public. C'est tout particulièrement le rôle du chœur, élément essentiel de la tragédie lyrique, grâce auquel le compositeur peut accentuer les contrastes. Par exemple, pour illustrer la cruauté du sort de Thésée à la fin d'Hippolyte et Aricie, dont le peuple célèbre le retour dans le chœur, alors que le souverain pleure le fils qu'il ne reverra jamais. Le tragique n'a dès lors pas la même tonalité à l'opéra qu'au théâtre. L'émotion qui y domine n'est pas l'admiration pour les héros affrontés à de grands intérêts, comme chez Corneille, mais l'horreur et la pitié suscitées par le destin malheureux d'innocentes victimes d'affrontements entre divinités, démons et magiciens. Dans la tragédie lyrique, les héros positifs n'ont pas à faire preuve d'audace, de noble fierté, de valeur guerrière ou civique, toute qualité réservée aux personnages surnaturels ou mythologiques, mais de dignité résignée face à l'adversité et d'aptitude à se sacrifier pour l'être aimé. Leur grand moment n'est pas la tirade, caractéristique de la tragédie classique, mais qu'on ne trouve pas dans la tragédie lyrique, mais le monologue élégiaque ou le chant désespéré,
qui touchent le public au cœur et lui font verser des torrents de larmes, comme dans La mort d'Atis ou La mort de Didon dans Didon et Aîné, composé par Purcell sur le modèle de la tragédie lulliste. Le déchaînement des méchants et des éléments et les flots de sang qui en découlent équilibrent ce côté un peu mièvre du tragique lyrique en plongeant le spectateur dans un effroi délicieux teinté de plaisir sadique. On comprend alors que ce mélange de cruauté, de fatalisme et d'exaltation de l'amour est déplu à Boileau, qui vitupère dans sa satire de 1694, la satire 10, tous ces lieux communs de morale lubrique que Lully réchauffa des sons de sa musique, et qui appelle les maris à ne pas conduire leurs épouses à l'opéra, car elles y verront ces danses, ces héros à voix luxurieuse, entendront ces discours sur l'amour seul roulant, ces doucereux renauds, ces insensés relents, et apprendront d'eux qu'à l'amour comme au seul Dieu suprême, on doit immoler tout jusqu'à la vertu même, et qu'on n'a reçu du ciel un cœur que pour aimer. L'amour, omniprésent, victime de forces contraires, et auquel l'un au moins des amants doit sacrifier sa vie, c'est le ressort tragique principal de la tragédie lyrique, et aussi celui de l'opéra romantique, puis de l'opéra italien du XIXe siècle. C'est aussi le secret de la séduction qu'elle continue d'exercer sur le public contemporain, tandis que son message politique s'est évaporé.